cet atelier juridique qui est le dernier atelier de la saison. Donc, c'est un atelier peut-être un peu différent, puisqu'aujourd'hui, on va allier le juridique, la copropriété, le digital, voilà, puisque le thème, c'est Assemblée générale à l'ère du digital. Alors, voilà, moi je suis très très contente. Donc bienvenue bien sûr dans cet atelier organisé par monimmeuble.com. Donc je suis Isabelle Dahan, je rappelle, la fondatrice de ce média en ligne spécialisé sur le marché de la copropriété. Donc, voilà, le temps que tout le monde s'installe et qu'on ça se mette en place, je voudrais juste rappeler quand même, bon, voilà, un petit chiffre. En France, aujourd'hui, on compte, on va dire, plus de 10 millions de copropriétaires. Et pendant des décennies, la seule façon de participer à la vie de la copropriété, c'était de se déplacer physiquement à une assemblée générale. Donc, une assemblée, je rappelle, qui a lieu une fois dans l'année, sauf exception. Voilà, donc souvent c'était le soir, c'est loin. Donc, vous imaginez bien qu'il y avait quand même pas mal d'absentéisme assez âgés. Bon, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais à l'époque, on comptait à peu près 50% d'absentéisme. Donc, ça a créé des troubles, des reports d'AG, faute de quorum, des décisions bloquées, etc., etc. Bon, alors aujourd'hui, on en est où? Le digital, est-ce que ça change tout? On a des convocations électroniques, on a le vote à distance, on a la signature en ligne, on a l'intelligence artificielle. Donc, la question, c'est plus de savoir si la copropriété va se digitaliser. C'est déjà le cas. La question, c'est comment le faire bien, simplement, légalement et en incluant tout le monde. Voilà. Donc, pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts de la copropriété, experts aussi de terrain. Donc, j'ai nommé Benoît Fleury, qui est avocat spécialisé en droit de la copropriété, donc qui représente le cabinet Guimet Avocat, qui va nous éclairer plutôt sur le cadre juridique et peut-être les risques à éviter. Nous avons également Charles Loiselet. Alors, il est gestionnaire de copropriété, mais il est aussi directeur d'agence et il représente aujourd'hui le groupe familial Loiselet et d'Aigremont. Donc, il va bien sûr nous partager son expérience concrète du terrain. Bienvenue à tous les deux. Et nous aurons aussi en cours de webinaire une petite présentation de la solution AG Connect, qui est une plateforme spécialisée dans la digitalisation des AG, que ça soit en présentiel, en distanciel, AG hybride, etc. Et nous accueillerons à cette occasion Arnaud Rioux, qui est responsable grand compte chez AG Connect. Voilà, vous avez un petit peu le programme. Donc, bien sûr, je demanderai à nos deux intervenants de se présenter et on va avoir donc un atelier qui va durer environ 1 heure. Avec une première partie, on va parler de la révolution digitale en copropriété. Une deuxième partie où on va être plus concret sur la dématérialisation des convocations et des notifications. Une troisième partie où on va évoquer la participation à distance, le vote par correspondance et l'intelligence artificielle. Et bien sûr, tout au long de cet atelier, nous essayerons aussi de répondre à vos questions que vous allez nous poser dans le chat. Voilà, j'ai fini avec ma petite introduction. Donc, je vous donne un peu la parole aussi à tous les deux. Donc, présentez-vous et puis on va démarrer sur notre première partie. Maître, je vous laisse l'honneur. Eh bien, merci Charles. Donc, Benoît Fleury, je suis avocat au barreau de Paris, collaborateur au sein d'un cabinet, comme Isabelle l'a rappelé, le cabinet Guimet, alors qui a la particularité d'être à Lyon, mais moi je suis toujours à Paris, avocat au barreau de Paris. Je pratique la copropriété depuis des années, de manière quotidienne, aux côtés des syndicats de copropriétaires, des gestionnaires, évidemment, et je dirais de manière un peu plus scientifique, si je peux m'autoriser ce terme, puisque je
je publie régulièrement et mensuellement, alors de temps en temps, des petits billets de jurisprudence pour mon immeuble, mais dans des revues juridiques que vous connaissez certainement, Loyer et Copropriété, la revue des loyers, puisque j'ai la particularité d'être premièrement et avant d'avoir été avocat, et d'être et de toujours être professeur des universités. Voilà, donc je conjugue les deux, et ce qui est un réel plaisir de pouvoir à la fois écrire, essayer d'avoir des réflexions poussées et en même temps de les mettre en œuvre et de pratiquer le droit de la copropriété aux côtés d'acteurs. Voilà pour ma présentation rapide. J'ajouterai simplement, Isabelle, si vous permettez, qu'effectivement, l'ère du numérique est dans les copropriétés à tous les niveaux. On le sait bien, ne serait-ce que la vidéosurveillance, on voit des choses aujourd'hui incroyables avec l'intelligence artificielle. Et pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, l'évolution est extrêmement rapide. On aura l'occasion d'y revenir, mais quand on imagine qu'il a fallu attendre 2018 et la fameuse loi Elan pour avoir un formulaire, le principe accepté du vote par correspondance, et qu'aujourd'hui, on en est à s'interroger si demain, on fera encore des AG en physique, donc même pas 10 ans après, c'est dire la rapidité avec laquelle la technologie a envahi la copro, et bien évidemment, la tenue des AG avec un certain nombre de difficultés pour lesquelles je pense que je partagera probablement la même approche, mais sur laquelle Charles aura la vision du terrain impérative face à cette, non pas à cette absence, mais à cette distance qui s'instaure entre un gestionnaire et ses copropriétaires. Donc, ça pose, au-delà du droit, je pense, beaucoup de questions pratiques qu'on va, j'imagine, aborder au cours de cette petite heure. Voilà, pour quelques mots. Exactement, Benoît. Donc, ça place un petit peu le contexte, le décor. Donc, après, évidemment, il y aura pas mal de questions, je pense, pertinentes auxquelles vous allez nous aider à trouver des réponses tous les deux. Alors, Charles, petite présentation en introduction. Oui, de manière très succincte. Charles Loiselet, je suis responsable du développement chez Loiselet des Grosmonts et je dirige l'agence que j'ai fondée de Clamart au sein de la maison Loiselet des Grosmonts. Donc, c'est une société familiale. J'en suis la bonne preuve puisque je suis la 5e génération de la famille Loiselet à travailler dans la société avec également ma cousine Charlotte Météro qui s'occupe plutôt sur la partie digitalisation et communication. Maison Loiselet des Grosmonts, donc on fête nos 75 ans cette année, parce qu'on communique sur Loiselet et des Grosmonts 1951. On représente un peu plus de 1600 immeubles de propriété en Île-de-France, un peu plus de 100 000 lots en gestion sur la partie copropriété, j'entends, avec une spécialisation sur les immeubles de grands ensembles, puisqu'on a une taille moyenne sur ces 1600 immeubles autour de 80 lots. Donc, on s'est spécialisé sur ces immeubles-là, de par leur technicité, les AG qui sont pas du tout les mêmes, les formations. On est outillé également en interne pour gérer ces immeubles-là. Et puis, également, et c'est presque le but principal, d'avoir du fait de gérer des copropriétés importantes, d'avoir des portefeuilles en nombre d'immeubles qui sont raisonnables. Voilà pour ma présentation. Quelques années dans le métier. Avant, je faisais de l'asset management. Et puis, c'est l'agent de Clamart depuis 6 ans. Voilà. Donc, j'aurais plutôt une vision terrain, non pas théorique, mais plutôt pratique, que j'espère être complétée par Benoît Fleury. Voilà. En espérant que ça répondra, ou en tout cas, ça éclairera les nombreux participants, parce que je sais qu'on est écouté. Voilà. Bon, merci Charles. Donc évidemment, on a besoin vraiment de votre point de vue différent tous les deux, mais qui sont des points de vue tout à fait complémentaires pour répondre à ces questions sur lesquelles on ne maîtrise pas encore tout complètement aujourd'hui. Donc on a besoin des experts aussi pour nous accompagner. Alors en première partie, donc on va bien sûr rappeler un petit peu cette révolution digitale de la copropriété
copropriété. Donc, d'où on est parti, là où on est arrivé aujourd'hui. Et là, bon, je demanderai à Benoît déjà peut-être de nous rappeler un petit peu les textes fondateurs de loi qui ont ouvert la voie vers la digitalisation. Donc, Benoît a parlé de la loi Elan, mais il y a aussi des décrets d'application sur le vote, la visioconférence. Il y a aussi, comme on le verra après, la lettre recommandée électronique qui est rentrée aussi en ligne de compte. Et ça, c'est beaucoup plus récent, hein, puisque c'est une loi du 9 avril 2024. Donc, il y a quand même des choses qui se sont accélérées, on va dire, à partir de 2018 jusqu'à très dernièrement. Donc, Benoît, un petit rappel de ce qu'il faut, des éléments clés en fait qu'il faut retenir par rapport à tout ça. Et donc oui, alors avant 2018, comme vous le soulignez, les AG étaient toutes en présentiel, selon la terminologie utilisée depuis la période Covid, sans autre possibilité. Et ce qui est très très surprenant, c'est que le vote par correspondance a été même condamné par la jurisprudence. De jurisprudence constante, on ne pouvait pas voter par correspondance. Alors évidemment, ça posait un certain nombre de difficultés qui se posent toujours aujourd'hui d'ailleurs. On aura l'occasion d'y revenir. Je ne suis pas certain que la multiplication des moyens encourage vraiment la participation, mais Charles nous éclairera probablement plus sur ce sujet. Et donc, il a fallu attendre la loi Elan, comme je le signalais tout à l'heure, la fameuse loi qu'on connaît bien pour sa définition des parties communes spéciales, des parties communes à jouissance privative, on a souvent, quand on évoque la loi Elan, cette idée en tête, mais c'est cette fameuse loi Elan de 2018 qui permet le vote par correspondance. Avec, par la suite, et c'est des fameux décrets d'application qui imposent un modèle de formulaire qu'il convient absolument de respecter, que le syndic doit respecter quand il envoie ses convocations. Il faut proposer un modèle de formulaire qui a été arrêté par un arrêté ministériel. Ça, c'est le premier pas, alors non pas vers une digitalisation de la copropriété, mais vers une assemblée générale où des copropriétaires, n'étant pas présents, vont pouvoir participer avec des problématiques en pratique, qu'on évoquera très, très certainement, les modifications, enfin, les amendements de résolution lors de l'AG, comment ça se passe quand on a voté par correspondance, etc. Enfin, ça pose un certain nombre de difficultés en pratique, mais malgré tout, c'était, me semble-t-il, une première avancée qui était bienvenue. Alors, évidemment, par la suite, on a connu la période Covid, où on a eu des AG intégralement en distanciel, et on s'est posé la question, eh bien oui, d'intégrer au sein de ces AG l'évolution de nos nouvelles technologies, parce que finalement, voter par correspondance, c'est bien, mais pourquoi se priver d'autres moyens, comme on est aujourd'hui d'ailleurs, de la visio? Pourquoi ne pas participer en visio, ou tout autre support qui permettait à un copropriétaire qui n'est pas présent et qui souhaite participer à l'Assemblée générale de pouvoir le faire. Et donc, c'est l'ère de la digitalisation qui rentre vraiment dans la copropriété, et pour le sujet qui nous intéresse, dans l'organisation des AG. Et donc, le législateur est venu reconnaître la possibilité aux copropriétaires de participer par visioconférence ou de manière générale avec un support technique qui ne se limite pas à la visio. On a aussi l'audioconférence, par exemple, ou même tout autre moyen de communication électronique. Donc là, c'est l'entrée de la digitalisation avec la fameuse ordonnance de 2019, alors qui parlera aux praticiens quotidiens de la copropriété, mais évidemment. Et c'est là où le législateur nous dit on peut participer à distance, donc visio, audio ou tout autre moyen de communication. Tout autre moyen de communication, avec la seule condition qu'il faut pouvoir se faire entendre. En fait. Donc on peut imaginer presque un téléphone. Presque. Vous voyez, en fait, tout autre moyen de communication, ça ouvre la voie à une utilisation de tous les moyens qu'on peut connaître aujourd'hui, avec évidemment, au fil de la pratique, des difficultés qui surgissent,
Hein. On est en visio, et on le sait pour pratiquer la visio quotidiennement. Il y a une coupure. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il a fallu. Alors, on sait ce qui se passe quand un copropriétaire quitte une assemblée générale. Qu'est-ce qui se passe quand un copropriétaire qui participe en visio voit sa connexion coupée? Voilà. Donc, on a dû adapter comme ça tout un tas de questions pratiques auxquelles ont été confrontés en premier lieu les gestionnaires dans l'organisation de leurs AG, et que nous, on est venu, je dirais, agrémenter avec notre expérience en essayant de raisonner par analogie dans les contentieux, et on commence à avoir un certain nombre de réponses. Mais l'histoire n'est pas finie, loin s'en faut, puisque avec le développement le développement de toutes nos technologies, comme je vous le disais en guise d'introduction, on s'interroge même aujourd'hui, la doctrine juridique s'interroge aujourd'hui sur la possibilité qu'un jour, on n'ait plus d'AG physique, qu'on n'ait que des AG à distance. C'est une vraie question qui, de mon point de vue, n'est pas une question juridique, parce que je dirais que du point de vue du droit, on y a répondu, mais qui est plus une question d'ordre pratique. À un moment, est-ce que, on y reviendra très probablement, mais est-ce qu'on n'a pas besoin quand même de voir ses copropriétaires, de voir ses CS, de pouvoir débattre en AG, parce que parfois c'est houleux, parfois c'est tendu, on a tous fait des AG, mais moi qui participe à un certain nombre d'AG quand les copropriétaires le souhaitent, je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir avoir un échange en direct, ce que ne permet pas toujours ces moyens. Mais on va, je pense, y revenir. Exactement. Bah, merci déjà, Benoît, d'avoir posé le décor, je dirais. Donc, moi, je vais demander à Charles tout de suite, là, concrètement, comment ça se passe aujourd'hui dans les copropriétés? Qu'est-ce qui a le plus changé, en fait, on va dire depuis 5 ans, quoi, dans le quotidien des gestionnaires de copropriétés avec peut-être ces nouveaux outils et ces nouvelles possibilités? Alors, c'est vrai que nous, on a une vision un peu complète puisqu'on gère plusieurs milliers de lots en copropriété sur des dizaines, enfin, on fait je dis nous, mais d'autres gestionnaires aussi, on fait des dizaines d'assemblées générales chaque année. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de regarder ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne pas, ça va me permettre de faire un retour terrain, ce qui est aussi accepté par les copropriétaires, au-delà de la loi, ce que intellectuellement ils acceptent et ce qui, in fine, améliore ou pas la participation. J'ai bien compris, et c'est le but de l'intervention, que Benoît Fleury va parler plutôt de la sécurisation des décisions, tout ce qui est jurisprudence, les responsabilités, les différentes évolutions réglementaires. Moi, ce qu'on constate, c'est que, pour répondre plus directement, c'est que ça a effectivement beaucoup évolué sur les 10-5 dernières années, parce que, et beaucoup plus que sur les 50, parce que on a effectivement l'arrivée de la lettre commande électronique, la participation, la feuille d'émargement en numérique aussi, la réunion physique ou hybride ou 100% visio, et évidemment les votes par correspondance. Donc, si on tire le trait de ce point aujourd'hui sur les assemblées générales à l'ère du digital, puisque c'est le but de notre échange, est-ce qu'on peut même se demander comment tous ces outils numériques ils peuvent profiter aux copropriétaires sans entacher et fragiliser leurs droits. Je pense que c'est la question centrale. Et comment ils peuvent ou pas augmenter la participation. Donc, sur la partie terrain, ce qu'on peut constater, alors moi, pour le coup, je l'ai pas connu, parce que c'était directement mais avant, quand on parlait de convocation, c'était des préparations papier, il y avait des dizaines de kilos de convocations, la mise au pli manuelle, des recommandés postaux à chaque fois, avec tout ce qui est archivage physique, évidemment, en parallèle. Et pour des résidences, je vais dire ce dont on connaît chez nous, des résidences de plus de 100, 200 lots, pour une AG, une convocation, ça prenait plusieurs jours de travail administratif.
Aujourd'hui, on dispose, alors évidemment, il y a des extranets qui a été rendu obligatoire en 2014. Alors, nous, on l'a sorti une première extranet. Je préfère dire espace client déjà parce que c'est un peu plus moderne, mais on parle quand même d'extranet en 2011, donc bien avant la loi. Évidemment, l'arrivée de la lettre commandée électronique, plus couramment dans le jargon local, on appelle LRE. Il y a évidemment les plateformes de vote. Alors, je crois que vous avez effectivement un partenaire qui va venir nous en parler tout à l'heure. La signature électronique et évidemment le stockage numérique. Donc, évidemment que côté syndic, on consacre moins de temps à la manipulation documentaire et je crois, et c'est aussi ce sur quoi les copropriétés et les copropriétaires souhaitent que l'on aille plus en tant que syndic, c'est avoir plus de temps pour davantage de conseils et l'accompagnement sur les travaux, le maintien du bâtiment, l'accompagnement juridique, etc., etc. Et je pense que d'ailleurs, l'évolution réglementaire de notre métier doit aller aussi dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les copropriétaires attendent de notre part, puisqu'on a dégagé du temps et donc du savoir-faire pour cette partie conseil. Sur la partie, on est obligé d'en parler, parce que moi, je dis toujours, évidemment, quand on parle de lettres commandées électroniques, ne serait-ce que pour la convocation, parce que c'est la première partie, avant de parler de vote et de participation en assemblée générale, il y a la convocation. Donc, en amont, la convocation, c'est évidemment une prérogative concernant la partie écologique, évidemment, puisque c'est des milliers de pages économisées chaque année lors d'envoi de ces convocations et a posteriori après pour l'envoi du PV. Mais je dis toujours à mes copropriétaires, pour les convaincre, entre guillemets, de passer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de passer à la lettre commandée électronique, je dis toujours, il n'y a qu'un seul Dieu en copropriété, c'est le porte-monnaie. C'est vrai pour tout le monde. Et donc, la partie écologique, même bien qu'elle concerne tout le monde, elle n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais ce qui est important et ce qui concerne tout le monde et qui intéresse tout le monde, c'est la partie économique. Et pour les copropriétés, ça va. Quand on sait qu'un pli papier recommandé, c'est dans les alentours de 10 € et que l'électronique, c'est aux alentours de 5 €, mis bout à bout sur plus la copropriété est grande, plus ça fait des économies importantes. Parce que je rappelle que selon la réglementation, c'est la copropriété qui paye l'acheminement du courrier, des convocations et du procès-verbal. Donc évidemment, ça fait d'énormes économies et certaines économies vont à 1500, 2500, ça peut presque financer des petits travaux sur l'immeuble, vous voyez. Et après, évidemment, sur la partie organisationnelle, les copropriétaires, via cet espace client et la dématérialisation, retrouvent immédiatement tout ce qui va être PV, contrat, les devis, les règlements, etc. Et donc, peut-être moins de demandes qui sont générées. Après, ce qui reste évidemment compliqué, c'est qu'on a des copropriétaires où il peut y avoir une fracture numérique. Alors, ils ne sont pas spécifiquement réfractaires, mais parfois, ils sont peut-être moins à l'aise avec la partie digitale. Il y en a qui préfèrent garder la documentation papier pour s'y référencer. Il y en a d'autres où c'est la fracture numérique, puisqu'ils n'ont pas accès ou ils n'ont pas de mail. Ça arrive aussi. Après, je rappelle toujours que la difficulté de ces sujets-là, c'est que les copropriétaires ne nous préviennent pas toujours quand on envoie la convocation d'un changement d'adresse. Or, quand on a une adresse mail, a priori, l'adresse mail, elle change nettement moins. Et donc, la convocation, si elle est faite sur l'adresse mail, on a beaucoup plus de chances de toucher le copropriétaire sur son adresse mail et effectivement de ne pas se tromper. Alors, Charles, juste, j'avais quelques petites questions. Moi, je voulais savoir si vous, voilà, dans le cadre de vos agences, chez Loiselet et d'Aigremont, si vous utilisiez tous ces outils-là, lesquels vous utilisez en particulier, et peut-être ceux que vous n'utilisez peut-être pas encore, ou voilà. J'aimerais bien savoir un petit peu au niveau de l'implémentation dans les agences, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous recommandez? La question est très large, je vais essayer d'y répondre. Nous, on convoque évidemment après, c'est la réglementation. Donc, les copropriétaires dont on détient l'adresse mail sont convoqués en lettres commandées électroniques. Et ceux dont on ne détient pas l'adresse mail, on détient l'adresse postale, sont convoqués, je dirais comme avant, en courrier recommandé papier. Sauf à ce qu'il y ait effectivement une notification
et je précise écrite, du copropriétaire, que ce soit par un mail ou par un courrier, en disant je vous spécifie que je souhaite conserver les notifications, c'est-à-dire la convocation, le PV et tout ce qui est mis en demeure en papier. Après, on a la partie convocation. Alors là, il y a le vote par correspondance. Je pense qu'on y viendra juste après. Ouais, on va reparler après encore des convocations et notifications, parce que je voulais avoir aussi le point de vue de Benoît Fleury sur un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer justement sur l'aspect juridique. Voilà, donc c'était juste pour avoir un petit tour d'horizon sans rentrer trop dans le détail de ce que vous avez mis en place. Alors, soit parce que c'est la loi qui l'oblige, soit parce que vous voulez aller un petit peu plus loin dans la démarche aussi. Là, vous adressez à qui? Excusez-moi. C'est toujours à Charles. On essaye toujours d'aller plus loin et trouver des solutions pour l'intérêt des SDC qu'on représente, et plus particulièrement après des copropriétaires. Maintenant, par exemple, sur le vote par correspondance, les copropriétaires ont la possibilité sur notre extranet de voter directement depuis leur canapé le dimanche en quelques clics en fonction du nombre de questions, d'enregistrer, et ils reçoivent automatiquement un rappel des votes et une confirmation de leur vote. Le vote par correspondance de base, c'est je coche les cases et je le renvoie par courrier ou par mail à mon syndic, mais ils ont la possibilité sur notre extranet, qui est extrêmement facile d'accès, de voter. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de copropriétaires de ce fait-là qui votent en ligne. Il y a quelque chose qu'on a mis en place également sur la dernière année. C'est le rappel des copropriétaires de l'Assemblée générale. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de copropriétaires qui, soit ne font pas forcément attention à la lettre commande électronique qu'ils ont reçue. Alors, nous, on utilise un partenaire qui s'appelle Clearbus pour cet envoi en dématérialisé, mais qui ne font pas forcément attention, ou alors qui oublient ou qui ne peuvent pas participer à l'Assemblée générale, soit en distanciel, soit en présentiel lorsqu'elle arrive, ou qui oublie. Et donc, 10 jours avant l'Assemblée générale, nous, on a automatisé, pour tous les copropriétaires dont on détient l'adresse mail, on a automatisé un mail automatique qui dit « Attention, rappel de l'Assemblée générale, telle date, telle heure. Si vous ne pouvez pas participer, vous pouvez très facilement voter. » On rappelle les différentes méthodes de vote, et surtout, on a un bouton qui redirige directement vers l'espace client et sur la partie convocation et la partie vote, pour que le copropriétaire, en quelques minutes, puisse voter. Et ça marche assez bien, parce que effectivement, à l'heure où on voit la participation qui, je ne veux pas dire nécessairement qu'elle baisse, mais en tout cas qu'on n'attend pas toujours les 50% des tantièmes représentés en copropriété, voire même un tiers, ce qui pose parfois problème, qu'on est obligé de reconvoquer parce qu'on n'a pas l'article 25.1. Aller expliquer aux copropriétaires que parce qu'on n'a pas 50% et qu'il n'y a pas une majorité de copropriétaires un tiers des copropriétaires qui votent pour la résolution, on est obligé de reconvoquer. Mais au-delà du contrat de syndic, c'est voter pour, l'autre jour ça m'est arrivé, j'avais un contrat de 2 ans, j'ai été obligé de reconvoquer pour voter le conseil syndical et voter les plafonds. Les copropriétaires ont dit, c'est aberrant, c'est bon. Donc, cela permet d'augmenter, et je sais quand le mail est envoyé à 10 jours, puisque généralement, dans la foulée, dans la journée, je reçois 5-6 votes par correspondance, donc c'est quelque chose qui marche assez bien. Et d'aucuns disent, ah oui, mais ça fait baisser le taux de participation en présentiel des copropriétaires. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, puisque en fait, les copropriétaires qui, lors de ce rappel, votent en ligne, a priori, et je suis convaincu de ça, ce sont des copropriétaires qui ne se seraient pas présentés lors de l'Assemblée générale en physique. Donc, je préfère qu'il y ait une participation et un taux de vote qui soit plus important, bien qu'effectivement, on pourra en parler après, sur la dématérialisation globale de l'Assemblée générale, ça peut, effectivement, ça limite les débats et les échanges. D'accord, on va y revenir de toute façon. Alors, je voulais qu'on fasse un petit focus sur justement la dématérialisation des convocations et des notifications. Et donc, je vais demander à
à Benoît Fleury, s'il veut bien, de nous rappeler un petit peu ce qui a été mis en place sur justement la lettre recommandée électronique. Donc, Charles nous en a un petit peu parlé, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu justement sur le consentement préalable du copropriétaire. Cette loi du 9 avril 2024 qui facilite bien sûr la notification par voie électronique. La preuve de réception aussi, puisque ça c'est quand même très important, qui a valeur, voilà, l'accusé de réception qui a valeur juridique. Les délais légaux à respecter, la conservation de la preuve, puisque le syndic, on le sait, doit conserver les preuves d'envoi et de réception pendant 5 ans au minimum, etc., etc. Voilà, c'est important aussi quand même malgré qu'on soit dans la digitalisation, il y a un encadrement qui est quand même là et qui oblige aussi les uns et les autres pour la sécurité juridique de la copropriété. Alors, Benoît, on y va. Oui, alors, ça fait beaucoup de questions. Non, c'est pas une question, c'est un petit rappel. Voilà. Ouais, en fait, alors, quelle que soit la forme que l'on utilise pour la convocation, l'envoi des PV, etc., en fait, les délais sont les mêmes. Les délais sont les mêmes. Voilà, ce sont les délais de la loi de 65 qui sont d'ordre public. C'est le fameux article 43 de la grande loi de 1965 qui prévoit qu'un certain nombre de ces dispositions sont d'ordre public. Donc, les délais s'appliquent qu'on envoie une convocation par voie électronique ou qu'on envoie par papier. Le délai de 21 jours à respecter est le même, si ce n'est que la date de réception, bien évidemment, va pas être la même. Mais je pense qu'en termes de sécurisation, mais Charles complétera très probablement, les syndics aujourd'hui ont souvent des prestataires ou des logiciels qui permettent de conserver peut-être plus facilement la preuve des envois et des réceptions électroniques qu'à la vieille époque où on envoyait tout en AR et où il fallait attendre les retours, les bordereaux qu'on conservait précieusement dans les archives. Aujourd'hui, il y a tout de même un certain nombre de prestataires qui, alors, sauf erreur de ma part, ont en plus baissé leurs tarifs quand on passait par ces prestataires pour adresser des convocations écrites et qui les adressent aujourd'hui en LRE. Il me semble qu'ils ont baissé leurs tarifs. Alors, je vous dis ça parce que il se trouve que j'ai eu l'occasion d'être désigné administrateur provisoire de copropriétés en difficulté, pour lesquels je prends toujours un syndic assistant pour pouvoir travailler le plan de redressement d'un côté et laisser le syndic bien gérer de l'autre. Mais de fait, il faut piloter tout ça et j'ai vu la baisse des prix. Et j'ai trouvé qu'en fait, la conservation des preuves qui sont extrêmement importantes, parce qu'effectivement, c'est à partir de ces AR qu'on va pouvoir computer les délais, vérifier si ça a bien été envoyé dans les délais, etc. J'ai trouvé que c'était aujourd'hui, il existe des prestataires qui conservent ces preuves 10 ans et que c'est beaucoup plus facile d'accès que ça ne l'était aujourd'hui. C'est quand même, c'est quand même une vraie sécurité. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, et Charles le rappelait bien, le principe, c'est on envoie en AR. On envoie en électronique. Et le copropriétaire qui ne le souhaite pas se manifeste et dit à son syndic, moi, je veux encore recevoir mes convocations écrites, je veux encore recevoir mes mises en demeure écrites, je veux recevoir mes PV, mes PV écrits. Et une fois que le principe est acquis, alors on inverse le paradigme, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe à l'électronique par principe, et par exception, à la demande du copropriétaire, on conserve l'écrit. Moi, je me posais une question, c'est comme ce que rappelait Charles tout à l'heure, le coût des envois est supporté par la copropriété. Or, il y a un coût complètement différent, et bien évidemment, entre l'envoi électronique et l'envoi physique. Et je me demandais, s'il ne commençait pas à y avoir des frictions entre certains copropriétés. On sait que la copropriété, c'est une belle aventure humaine avec évidemment les caractères, les humeurs de chacun qui parfois s'affrontent. Et je me demandais si ça n'allait pas générer quand même certains débats dans les assemblées générales en disant mais en fait, toi, tu coûtes plus cher.
J'ai tendance à mettre les pieds dans le plat et en parler directement et à dire, n'allez pas tabasser la porte de votre voisin pour qu'il passe. Et le fait de passer sous le trait de l'humour, on fait en sorte qu'en fait, on anticipe ce genre de. Bon, après, je vous dis ça, sur mon portefeuille, moi, je gère une trentaine de copropriétés. Je l'ai pas vu encore. J'ai pas vu des gens qui se sont soulevés en disant, ah bah t'es encore en papier, tu nous coûtes plus cher. On parle effectivement sur le gros d'économies, je dirais substantielles quand on considère que c'est juste du papier mais voilà, on n'a pas vu en assemblée générale des voisins qui disaient à l'autre, ah bah t'es encore en papier, tu nous coûtes plus cher, etc. Voilà, après chacun on a une majorité de copropriétaires qui sont passés en électronique. Nous on est ISO 9001, donc c'est des choses qu'on suit évidemment, qu'on regarde. Maintenant, je tiens à dire aussi qu'on a un taux parce que pour faire cette convocation en dématérialisé, enfin la LRE, que ce soit convocation ou PV d'Assemblée Générale, il faut avoir un sésame, qui est le mail du copropriétaire. Et ça me permet d'être un point qui est important et sur lequel je vais pas dire un de mes combats, mais en tout cas que j'aimerais voir avancer aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on est censé représenter le syndicat des copropriétaires et de défendre ses intérêts. Et je trouve anormal aujourd'hui qu'à l'heure où, on va dire pour faire même à la baisse, 90% des copropriétaires ont une adresse mail, il n'est pas normal que l'on n'ait pas une obligation de fournir des coordonnées à son syndic. On reçoit, c'est quelque chose qui commence à être connu même par les copropriétaires. Les conseils syndicaux s'en rendent compte, mais par les copropriétaires, on reçoit une centaine de mails par jour. On se passe bien d'envoyer des spams, mais quand il y a une fuite chez son voisin, on est bien content que le syndic ait le mail à minima et si possible même un numéro de téléphone pour qu'on puisse dire au voisin d'aller vérifier, couper son arrivée d'eau, etc. Je dis ça pourquoi? Parce que je ne digresse pas de manière involontaire, mais je dis ça parce que aujourd'hui, vous avez nous on a, parce que notre espace client est facile et qu'on rabâche en assemblée générale qu'il est important d'avoir les coordonnées des copropriétaires, on a entre 80 et 85% d'adresses mail de copropriétaires, ce qui est très important. La plupart de nos confrères aujourd'hui, nous, on a une difficulté à dépasser 50-60%. C'est très faible. Aujourd'hui, si on doit faire des communications, sans parler de l'Assemblée générale, on a envie de passer par des mailings et de toucher le maximum de copropriétaires pour donner de l'information, parce que ça nous est demandé par les copropriétaires, et c'est bien normal, dans un souci sans le mot galvaudé de transparence, mais dans un souci d'information pour que les copropriétaires puissent se mettre à jour de ce qui se passe sur leur copropriété. Et cette convocation en lettre commandée électronique, elle ne peut se faire que si j'ai le mail des copropriétaires. Si je ne l'ai pas, je ne peux pas le faire. Il faut déjà avoir le mail d'origine, mais il faut aussi être informé quand le mail a changé. Quand le mail a changé. Si le mail a changé, évidemment, ça c'est un peu le problème pour le coup chez les bailleurs et je dirais même plus chez les bailleurs institutionnels, parce que j'ai encore le cas ce matin sur un bailleur social qui a mis l'adresse mail du service comptabilité pour recevoir effectivement les appels de fonds. Mais du coup, la convocation, c'est aussi le service comptabilité qui les reçoit. Alors du coup, je leur dis, voilà, chaque fois, soit vous nous demandez, soit vous allez sur votre espace client ou pour la retrouver. Enfin, alors, je vais demander à Benoît, peut-être, voilà, pour clôturer un petit peu cette partie-là, puisqu'après, on va parler plus des AG à distance. Quels sont peut-être les points de vigilance qu'il faut peut-être mettre un petit peu en avant et sur lesquels les syndics doivent faire un petit peu peut-être un peu plus attention et être un peu plus prudent justement par rapport aux convocations par voie numérique. Je dirais convocation et suivi. Notification, voilà. Notification, puisque c'est aussi PV, oui. C'est aussi exactement. Malheureusement des mises en demeure de temps en temps. D'abord, pour clôturer, je dirais quand même que pour les AG, on va en discuter, mais d'une manière générale, la digitalisation des outils, je trouve, est sécurisante, et pour les copropriétaires, et pour les syndics, à condition qu'on ait les bons partenaires, ou qu'on ait développé les bons outils en interne côté syndic, notamment pour une question de conservation.
C'est avoir des registres de PV électroniques, avoir des feuilles de présence électronique où tout est conservé, tout peut être dans un cloud, tout peut être retrouvé. C'est quand même, en termes notamment de transmission des archives, de suivi de la copropriété, de suivi de la vie de la copropriété, je trouve quand même une belle avancée et une belle sécurisation. Ensuite, et on l'a évoqué, c'est-à-dire que toutes les questions auxquelles on avait préalablement répondu, un copropriétaire bailleur, par exemple, qui déménage, qui ne transmet pas au syndic sa nouvelle adresse. Les appels de fonds n'arrivent pas. Au bout d'un an, il n'a pas fait plus suivre son courrier. Toutes ces questions qui se sont posées pendant des années, on a fini par y répondre. C'est-à-dire qu'on a fini par y répondre et imposer aux copropriétaires qui déménagent la notification, etc. etc. Ça ne résout pas tout. Je pense notamment à un copropriétaire bailleur qui achète. Quand le syndic reçoit l'avis de mutation, bien souvent, il n'a pas l'adresse du copropriétaire bailleur. Et ça patine 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, le temps de le retrouver. Mais on a répondu à ces interrogations. Aujourd'hui, ça va être tout ce suivi. Quelqu'un qui change d'adresse mail. Et quelqu'un qui, logiquement, on devrait appliquer la même, et c'est ce qui, je pense, va se produire, c'est-à-dire qu'on va lui imposer d'informer le syndic de ce changement. Mais il ne fait, et même un copropriétaire qui serait de mauvaise foi, ce qui peut arriver, il dire, mais j'ai changé d'adresse mail, et vous avez utilisé mon ancienne adresse mail. La preuve en est, je n'ai pas ouvert la LRE. Vous voyez, en fait, c'est plus, à mon avis, à ce niveau-là, on est en train de revenir à des difficultés que les syndics ont connues en pratique avant avec les adresses physiques. Alors, évidemment, on va raisonner par analogie et on impose aux copropriétaires de notifier au syndic, mais comment, dans quelle forme, son changement d'adresse mail. S'il ne le fait pas, on va considérer que il n'a pas fait, donc c'est toujours la bonne adresse, etc. Mais on raisonne par analogie. En attendant, les premières jurisprudences aussi, mais il va falloir attendre des jurisprudences de cour d'appel, voire de la cour de cassation, pour qui se positionnera définitivement, qui permettra de sécuriser cette pratique. En fait, on est en train c'est sûr que ça facilite, et c'est très bien, et encore une fois, en termes de conservation des archives des preuves, moi je trouve ça très très bien. Mais on est en train de se reposer les questions qu'on avait résolues au cours des 50 années précédentes avec les adresses physiques. Voilà, donc c'est les mêmes questions avec peut-être les mêmes problématiques, mais au lieu que ça soit en adresse physique, c'est en adresse email, électronique, etc. Donc exactement. C'est un cercle infini. Oui, alors on a l'expérience des adresses physiques, donc c'est la même dynamique, c'est la même logique, mais il n'en demeure pas moins que on sait très bien que la copropriété c'est un nid à contentieux. Et qu'on a toujours on n'a pas toujours en face de nous des gens qui sont de très bonne foi, et on va jouer sur, oui, mais moi je vous ai envoyé la notification, je vous ai envoyé un courrier pour vous dire changer d'adresse mail, etc. Je l'ai pas reçu, je conteste. Vous voyez, c'est toujours cette. Bon. Ça ouvre cette voie. Voilà. Exactement. Alors, on va passer à notre troisième partie et dernière partie. Où on va parler cette fois de la participation à distance aux AG, des votes par correspondance, de l'intelligence artificielle aussi qui a fait son apparition. Voilà, donc je voudrais revenir un petit peu là-dessus sur les informations clés peut-être qu'on peut mettre en avant. Donc on l'a rappelé, la participation à distance est encadrée par le décret du 2 juillet 2020, donc sur la visioconférence, l'audioconférence, le vote en ligne. Donc le règlement de copropriété doit pouvoir, ou l'Assemblée générale elle-même, elle doit avoir préalablement autorisé la participation à distance. Donc c'est pas forcément automatique. Pour le vote par correspondance, on a un formulaire de vote et il doit être reçu par le syndic au plus tard 3 jours avant la date de l'AG. Donc, le vote par correspondance ne peut pas forcément prendre en compte les amendements de résolution qui sont votés en séance. Et c'est là que peut-être le bas blesse. Et j'ai vu qu'il y avait quelques remarques et réflexions dans le chat par rapport à l'importance des débats en AG. Donc, ça, c'est peut-être la limite juridique qu'on va voir ensemble qui peut être révélée. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Je sais pas si Charles veut déjà en parler un petit peu, s'il a organisé des AG hybrides et que il veut nous dire un petit peu
comment ça s'est passé et peut-être les difficultés qu'il a rencontrées. Également pour le vote par correspondance, il nous en a un petit peu parlé, mais est-ce que ça a réellement changé la participation? Voilà, peut-être un petit mot de Charles et ensuite on va revenir avec Benoît sur ces points importants. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, avant, le copropriétaire absent, il votait pas. Aujourd'hui, il peut participer depuis son domicile, depuis son bureau, à l'étranger ou depuis son téléphone. Je parle évidemment du vote par correspondance, et puis quand il y a les AG en dématérialisé. Alors, les AG hybrides, c'est encore autre chose. J'ai plutôt tendance à dire que c'est extrêmement compliqué parce que si on a des personnes en présentiel et des personnes en distanciel, c'est le capharnaüm. Déjà que les AG en visio, ça fonctionne surtout, je dirais, pour les copropriétés de taille modeste ou intermédiaire, voire, et c'est surtout ce qui fait pour les ASL, parce qu'il y a moins de participants, enfin, il y a en tout cas de représentants. Les bénéfices, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a davantage de votants, il y a davantage de voix exprimées et il y a moins de reports d'assemblée générale puisque il y a une participation qui est à la hausse. Ça peut avoir un intérêt également quand on parle alors nous, on est en Île-de-France, à Nantes et à Bordeaux également, mais vous voyez, j'ai un confrère qui est en Normandie, plus particulièrement autour de Deauville-Trouville. Vous avez énormément de résidences secondaires. Effectivement, pour les investisseurs, les expatriés ou les copropriétaires éloignés, ça a un véritable intérêt. Après, effectivement, ça peut poser quelques problèmes techniques. On parlait d'une mauvaise connexion Internet s'il n'y en a pas, l'ordinateur, le micro qui peut ne pas fonctionner. La limite, il y a la vérification de l'identité également et la gestion des débats qui, que ce soit par en dématérialisé, en visio ou ce que par le vote électronique, peut effectivement limiter les échanges. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le vote par correspondance et je pense que c'est les copropriétés. Aujourd'hui, il y a quand même assez peu de copropriétés qui se font 100% en visio. En tout cas, c'est quand même assez à la marge parce que je crois très sincèrement que ce soit du côté syndic et du conseil syndical, mais peut-être globalement de la copropriété, des copropriétaires, on n'est pas encore demandeur d'avoir des assemblées générales en 100% digital. On n'a pas encore d'outils qui nous permettent, ou en tout cas, on n'est pas, sans parler des outils, pour pas faire défaut à quelques partenaires que ce soit de mon immeuble, c'est peut-être les us et coutumes des copropriétaires aussi qui sont, on n'est pas encore habitué à ces sujets-là. Donc, je vais plutôt me concentrer sur le vote par correspondance, c'est-à-dire pas en opposition, mais en complément d'une présence physique en assemblée générale. Il y a des assemblées générales, effectivement, où nous, on voit que la participation en VPC peut monter jusqu'à près de 40 ou 50%. Alors, évidemment, c'est pas toujours le cas. On tourne toujours plutôt entre 10 et 20%. Mais ce qui est important, et moi je reste convaincu que si effectivement il y a des personnes qui substituent le VPC à une présence en AG, je crois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, que la majorité des personnes qui votent par correspondance sont des nouveaux votants et qui n'auraient pas participé à l'Assemblée générale. Dans tous les cas, ça permet d'augmenter et malgré le fait que ça réduise le débat en Assemblée générale, ça augmente la participation démocratique en copropriété. C'est aussi pourquoi on essaye de discuter avec différents législateurs pour dire faites passer la majorité des votes en Assemblée générale à l'article 24 et non pas à l'article 25, c'est-à-dire donner le pouvoir à ceux qui participent à la vie démocratique de l'immeuble. Voilà. Voilà, ça répond en partie à votre question. Effectivement, il y a plus la notion de quorum puisqu'il y a plus de participation, il y a moins d'assemblées générales reportées, il y a davantage de travaux votés. On s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que les votes en correspondance ne sont régulièrement, majoritairement plutôt positifs que négatifs, parce que ça c'est une peur des copropriétaires. Les gens qui votent en ligne, ils votent non. En fait, c'est pas vrai. On s'aperçoit que il n'y a pas un état de fait, qu'on a même plutôt une majorité de votes qui sont plutôt positifs quand les votes sont à distance. Voilà. Est-ce que ça vous demande un travail supplémentaire justement de traiter ces votes? Est-ce que ça peut être plus compliqué aussi pour les gestionnaires peut-être? Ça demande évidemment un temps certain de relecture et d'enregistrement de ces votes. Alors, quand nous, avec l'outil qu'on a développé, les copropriétaires votent en ligne,
on importe les votes et ça se met directement dedans. Donc, si vous voulez, cette partie-là, nous, on a fait gagner du temps aux équipes de gestion pour que ça soit automatisé. Mais celui qui envoie toujours son vote par correspondance en format papier ou en mail, on est quand même obligé à la mano, point par point, de le reporter. Alors, quand il y a des abstentions, des contre, etc., et sur beaucoup de résolutions, effectivement, ça prend du temps. Moi, en fonction de ce que j'ai, c'est 1 à 2 heures avant l'Assemblée générale, je reporte tous les votes et je refais bien mes vérifications. Il y a des copropriétés où ça peut prendre évidemment beaucoup plus de temps, mais nous, on a réduit ce temps-là justement parce que il y a beaucoup de choses qui ont été automatisées. Mais c'est clair et c'est certain que en fonction du logiciel et de la façon dont les copropriétaires ont voté en vote par correspondance, ça peut prendre beaucoup de temps de réenregistrer ces votes par correspondance. Après, ça demande aussi plus de temps en amont de l'Assemblée générale et même pendant l'Assemblée générale, ou même voire sur la convocation, de donner des explications et de parer à des questions éventuelles pour ceux qui votent en correspondance. Après, on aura toujours le débat de dire, bah oui, mais si vous donnez plus d'informations en correspondance, bah, les copropriétaires auront déjà leur réponse et du coup voteront plus en VPC. Après, c'est un peu le serpent qui se prend la queue. Moi, j'ai plutôt tendance à voir ça de manière vertueuse plutôt que voir toujours le côté négatif. C'est clair que ça demande plus d'explications parce que en amont, parce que le vote par correspondance, il y a moins forcément il y a plus de questions et les objections sont plus difficilement répondues sur un VPC. D'accord. Alors, je vais demander à Benoît Fleury, également de nous remonter un petit peu les points de vigilance, parce que j'imagine qu'il peut y avoir parfois des contestations des copropriétaires. On n'a pas bien pris en compte leur vote à distance. Il y a peut-être des problèmes de sécurité juridique sur la vérification d'identité, on l'a vu, des problèmes techniques qui pourraient faire en sorte que on n'a pas réussi à se connecter et à participer au débat. Donc qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des jurisprudences? Est-ce qu'il y a des choses voilà qui sont passées un petit peu à la trappe aussi? Et vous en tant qu'avocat, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez? Je vais juste conclure sur une chose, excusez-moi, parce que ça donnera le lien avec à Benoît. C'est que je pense que plus ça va aller, plus on prendra plus de temps dans la préparation de l'Assemblée générale, plus que dans l'Assemblée générale elle-même, qui effectivement peut être plus courte. On voit de moins en moins de participation des copropriétaires en AG, mais du coup les VPC augmentent, donc il y a effectivement moins de débats, mais plus de préparation en amont. D'accord. Alors, Benoît. Alors, oui, alors la problématique de la vérification d'identité, alors je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, ce que je peux voir, en fait, c'est que l'essentiel du vote, de la participation à distance, c'est du vote par correspondance. Et aujourd'hui, finalement, c'est ce que disait Charles, la plupart des copropriétaires peut-être 90 ou 95% des copropriétaires qui votent par correspondance utilisent leur extranet et donc leur code d'accès. Au-delà de leur code personnel d'accès, on ne peut pas vérifier. C'est peut-être pas eux qui vont voter, mais en tout cas, c'est la mesure de sécurité. C'est la seule mesure de sécurité. Ensuite, en visio, si tant est qu'il y en ait beaucoup qui participent, moi, de ce que je peux voir, et je corrobore tout à fait ce que disait Charles, c'est-à-dire que ça correspond, oui, à des petites copros. Je pense que c'est pour des petites copros, c'est tout à fait envisageable. Pour des grandes copros, je crois qu'on n'échappe pas non plus et qu'il ne faut pas échapper au débat de l'Assemblée générale, me semble-t-il assez important. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de problématique liée à l'identification et à la vérification d'identité sur les visios. C'est pas encore sorti, mais ceci étant, c'est extrêmement récent. Donc la question va peut-être se poser. Et après, le législateur a adapté en fait la solution qu'il avait prévue pour le vote par correspondance aux nouveaux outils de communication, en prévoyant typiquement la panne de connexion, le micro qui tombe en panne. En fait, le copropriétaire est opposant. De la même façon que lorsqu'on amende une résolution, et ça arrive assez souvent en Assemblée générale du fait des débats, on amende à la marge une résolution, le vote par correspondance, le copropriétaire est défaillant. On a adapté cette solution. Évidemment, c'est pas parfait, et sur des sujets compliqués, rien ne remplace, à mon sens, mais voilà, rien ne remplace
l'écoute et le débat en AG, en fait, parce qu'on peut avoir des positions sensiblement différentes, ce qui est logique. Et ça, quoi qu'on fasse, la digitalisation ne permettra pas ne remplacera pas totalement, en fait, je pense, le débat et la relation qu'on peut avoir en assemblée générale. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre atelier et je voudrais quand même, voilà, vous avez vu, donc j'ai fait rentrer dans le débat, on va dire, Arnaud Rioux. Donc bonjour Arnaud. Et puis voilà, donc Arnaud est un partenaire de mon immeuble. Hein, il représente la solution AG Connect et AG Connect, c'est une plateforme hein, qui tout en un qui digitalise l'intégralité du cycle de l'Assemblée générale. Donc on va partir de la convocation au procès-verbal, en présentiel, à distance, en format hybride. Donc, il va vraiment nous éclairer aussi sur ce qu'il a mis en place pour les copropriétés. Donc voilà, Arnaud a un petit moment de peut-être de réflexion par rapport à ce qui s'est dit, de complément, et puis peut-être aussi nous éclairer un peu sur les solutions qui existent aujourd'hui. Oui, merci Isabelle. Bonjour à tous. Effectivement, AG Connect, AG Connect, c'est une plateforme qui existe depuis la période Covid, où effectivement les premiers besoins d'AG en visio se sont fait sentir. C'est une plateforme qui permet de digitaliser tout le processus. On s'est rendu compte que beaucoup d'agences pendant la période Covid ont fait des AG en utilisant un outil de visio, mais finalement, utiliser un simple outil de visio, ça complexifie l'AG parce qu'on va avoir tout un tas de choses qui vont être à traiter à la main alors que les copropriétaires sont à distance. Et l'idée, c'était vraiment de simplifier au contraire le travail du gestionnaire grâce à la participation à distance. Je prends des exemples concrets. Quand on est avec un outil de visio, on n'a pas la signature électronique de la feuille de présence, ni des documents de fin d'assemblée. On n'identifie pas clairement et de manière certaine les copropriétaires. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire. C'est compliqué de donner une procuration à quelqu'un qui est à distance, ou c'est compliqué aussi pour cette personne de se présenter en tant que membre du conseil syndical. Enfin, il y a tout un tas de choses que la visio peut complexifier. Et nous, on a finalement mis dans une plateforme tous les outils qui permettent de sécuriser tous ces aspects-là. AG Connect va permettre de saisir des votes par correspondance en ligne avec des formulaires qui sont signés électroniquement, mais aussi ce qu'on voit beaucoup moins rarement, des procurations, c'est-à-dire qu'un copropriétaire va pouvoir donner une procuration à un autre directement depuis son accès. Ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas participer à l'AG ni en présentiel ni à distance. Et pour ceux qui peuvent se présenter à distance, on va permettre au syndic, au gestionnaire, d'identifier clairement la personne. Alors, c'est basé sur tout un tas de choses. Hein. Il y a son adresse IP, il y a le mail sur lequel on lui envoie ses identifiants, il y a les identifiants qui sont saisis par le copropriétaire. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses. Évidemment, tout est tracé et historisé avant et pendant l'AG. Donc, on apporte cette sécurité que n'apportent pas les outils de visio. Et ça va bien plus loin que le distanciel, puisqu'en présentiel, on va permettre le vote sur smartphone. Alors, je parle de smartphone parce que c'est généralement ce qu'on a dans la poche, mais ça peut être un ordinateur, une tablette. Voilà, donc les copropriétaires vont pouvoir saisir des votes plus rapidement, éventuellement même signer une feuille de présence numérique sur leur smartphone dans la salle, plutôt que de faire la queue auprès du gestionnaire si c'est des gros âgés. Voilà, donc tous ces outils-là, la signature électronique, la saisie en ligne des VPC, des procurations, le vote à distance, l'historisation de tout ce qui est fait, le vote sur smartphone, tout ça est englobé dans le même outil. Et c'est justement tout ça qu'on n'a pas quand on utilise un simple outil de visio. Et je peux comprendre effectivement que des gestionnaires se disent la visio c'est compliqué et faire de l'hybride c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce que on reste encore sur cette image de l'outil de visio classique. Mais quand on utilise un outil professionnel qui est fait pour les syndics, c'est au contraire du temps de gagner par rapport à une simple visio. D'accord, merci. C'est important aussi d'avoir l'analyse un petit peu de ces outils qui ont été conçus
en tant que facilitateur, donc avec les constats qu'on a fait des difficultés qu'on pouvait rencontrer et de la sécurité juridique, on a mis en place les outils qui permettaient justement de combler un petit peu toutes les zones de flou et de renforcer aussi justement la présence, que ça soit à distance ou en présentiel, à ces AG qui sont essentiels pour les copropriétés, puisqu'il faut prendre des décisions, il faut avancer et on sait combien parfois on a du mal à avoir une cohésion et un consensus sur ces décisions. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse puisque tout le monde vous êtes tous là. Je vais vous demander peut-être, puisque on essaye d'être aussi un peu dans la prospective, puisqu'on est dans la digitalisation, mais on n'a pas fini encore. Il y aura peut-être encore des nouveaux outils qui vont voir le jour et qui vont peut-être être implémentés dans les logiciels métiers qu'on a aujourd'hui. Donc, on est à l'heure de l'intelligence artificielle, comme vous le savez. Donc, je vais vous demander à chacun peut-être de réagir par rapport à ça. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'intelligence artificielle en matière d'assemblée générale? Est-ce qu'on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle? Est-ce que ça permet, par exemple, d'avoir une rédaction assistée des convocations, une génération automatique des PV d'AG, une synthèse des devis? Est-ce qu'on va mettre en place un chatbot pour répondre aux copropriétaires? Est-ce que c'est déjà le cas, etc. Voilà, plus tous les risques qu'on connaît, qui sont les données personnelles et privées des copropriétaires, auxquelles il faut faire attention, etc. Voilà, donc un petit mot chacun. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'utilisez déjà? Est-ce qu'on va l'utiliser de plus en plus? Et toujours les points de vigilance, puisque bon, voilà, il faut que ça soit aussi possible et encadré. Alors, je vous propose de commencer, comme ça je fais la partie terrain. Ok, Charles. Arnaud Rioux fera peut-être le logiciel et puis ensuite Benoît Fleury fera la partie voilà, exactement, point de vigilance juridique. Donc sur l'intelligence artificielle et le futur des AG, aujourd'hui, il y a déjà des choses qui existent et qu'on utilise, en tout cas chez nous. C'est pour tout ce qui va être l'analyse des devis, résumer certains rapports d'un intervenant pour que ce soit plus digeste aussi pour la copropriété et les copropriétaires, pour qu'on n'ait pas, ou en tout cas moins, ces convocations de 150 pages qui sont parfois indigestes à lire. Rédiger des projets de résolution également sur des projets compliqués, d'avoir l'IA, ça permet aussi également de gagner du temps et de structurer les projets de résolution, et évidemment de préparer des procès-verbaux et de permettre d'implémenter directement par rapport aux procès-verbaux les différentes ordres de service qui doivent être passés auprès des entreprises, je le précise, dans les 2 mois après la publication de l'Assemblée générale, puisqu'il y a toujours le délai de contestation. Après, ce que l'IA, à mon sens, ne remplacera pas, c'est toute la partie pédagogique, comment expliquer, par exemple, une rénovation énergétique à plus de 3 millions à des copropriétaires. On aura toujours besoin du maître d'œuvre qui viendra présenter son sujet. On aura toujours besoin de l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui viendra présenter les différentes options et les subventions propres à chaque copropriétaire, bien qu'ils puissent eux aussi être aidés par l'intelligence artificielle, que ce soit dans les projections visuelles ou alors dans la projection de chaque copropriétaire vis-à-vis sur un Excel, et que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Il y aura l'intelligence artificielle ne fait pas la médiation et gérer des conflits entre voisins, et plus particulièrement dans l'Assemblée générale, ça peut devenir un peu plus chaud. Et l'intelligence artificielle est très bien, mais ce n'est pas encore, pour le moment, je ne crois pas à accepter une décision difficile et donc une intelligence émotionnelle. Voilà, moi, ce que je peux en dire. Elle est quand même très utile sur les premiers points que j'ai évoqués. Analyse de devis, résumé des rapports, rédiger des projets de résolution. Ça, c'est des choses qu'on utilise tous les jours et qui sont effectivement très, très pratiques dans l'usage de notre métier. Merci Charles. Alors Arnaud Rioux qui est plus peut-être dans le développement, dans la partie logicielle et utilisation d'outils, implémentation d'outils. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Alors, nous, l'IA, on l'utilise à plusieurs niveaux. On va dire aujourd'hui plus des niveaux internes, c'est-à-dire que on a par exemple beaucoup de passerelles avec des logiciels métiers, parce qu'il y a une notion de transfert d'informations entre le logiciel métier et AG Connect. Et effectivement, quand il n'y a pas de passerelle, quand on tombe sur un éditeur de logiciel métier qui est fermé,
l'IA permet de récupérer, de mettre en forme facilement des données pour créer l'AG dans AG Connect. Donc ça, c'est un premier niveau d'utilisation déjà, mais qui est plus, on va dire, technique pour l'agence, et ça reste assez confidentiel parce qu'on a quand même beaucoup de passerelles avec les éditeurs. On l'utilise aussi pour les développeurs informatiques. Eux utilisent beaucoup l'IA au quotidien. Hein. C'est du quotidien pour développer plus vite, pour corriger plus vite, pour gagner du temps, et donc sortir aussi des produits plus rapidement et être plus réactifs. Les besoins qu'on a, les premières demandes qu'on commence à avoir côté client, alors c'est pas forcément pour la rédaction du PV, parce que le PV, je dirais qu'il est quasiment pré-rédigé avant l'AG, globalement. Donc il y a des petites modifications, il y a des nuances qui sont apportées, mais globalement le PV est déjà quasiment, en grande partie rédigé avant l'AG. Les demandes qu'on a par contre, c'est d'utiliser AG Connect par exemple pour faire une réunion de conseil syndical et de faire un compte rendu de cette réunion de conseil syndical de manière automatisée. Et on a aussi une demande parce que on parlait tout à l'heure en fait, pour nous, il y a plusieurs cibles ou plusieurs types de clientèle sur AG Connect. Il y a les syndics habitation, mais on a aussi une grosse partie, on est leader sur la partie résidence de service, qui eux ne gèrent que des copropriétaires qui sont répartis aux quatre coins de la France, voire du monde, et puis aussi le tertiaire parfois. Sur cette cible-là, il y a beaucoup d'AG qui sont 100% en visio, finalement plus 100% visio que hybride. Et là, effectivement, quand on a les copropriétaires qui sont en visio, c'est plus facile de faire alors pas le PV, mais en tout cas un résumé des échanges qui pourrait être annexé au PV. La difficulté qu'on a à le faire quand on a de l'hybride, par exemple, c'est qu'on a une personne qui est dans la salle, qui n'est pas forcément devant un micro, et donc l'IA va pas forcément capter ce que dit cette personne-là, et ça va être compliqué d'en faire un compte-rendu. Mais sur une AG 100% hybride, effectivement, si tout le monde est en visio, l'IA va facilement faire un compte-rendu. Alors, ça ne sera pas le PV, mais ça peut être soit annexé ou soit gardé, communiqué au copropriétaire sur un extranet, et ça permet de résumer les débats. Voilà, aujourd'hui, c'est les demandes qu'on a sur ce sujet. Merci Arnaud. Alors bon, je sais que Charles est pris par le temps. Il doit nous quitter là d'une minute à l'autre. Donc Charles, je voulais te remercier parce qu'on se connaît un petit peu. Tu as déjà participé à des ateliers, tu es fidèle de mon immeuble, voilà, et tu donnes de ton temps pour faire, pour expliquer un petit peu ton métier, en quoi ça consiste, et puis nous remonter un petit peu peut-être des difficultés que tu rencontres sur le terrain, mais aussi beaucoup de ce que tu apportes, toi, aux copropriétés en tant que gestionnaire et avec tes équipes. Donc, je te remercie. Merci beaucoup. Et je te dis à bientôt parce que je sais qu'on va se retrouver, forcément. Oui, j'ai essayé, pour quitter proprement, je vais essayer de faire une petite conclusion avant avec que plaisir. Benoît reprenne la main. Exactement. Aujourd'hui, on parle de dématérialisation, je pense que c'est vraiment plus un sujet d'avenir et que c'est déjà le quotidien de nos copropriétés, quelle que soit la taille. La question, elle est plus, est-ce qu'il faut digitaliser, mais comment on peut le faire et intelligemment avec nos différents partenaires, que ce soit côté syndic, avec les outils et en partie ce que représente Monsieur Rioux, et évidemment sur la partie juridique, il le fait intelligemment, et je répète, intelligemment sur la partie juridique représentée par Monsieur Fleury, bien que ce soit pas lui qui fasse directement la loi. Il y contribue. C'est d'aller vers de la simplification, et je pense que globalement notre société en a besoin, des chocs de simplification. La copropriété en est un exemple parmi tant d'autres, plutôt que de faire des additifs, de faire de la simplification, non pas forcément pour le syndic, mais à chaque fois dans le but de protéger et d'aller dans le sens d'aider les copropriétaires et les copropriétés à avoir, à prendre des décisions simples et à pouvoir piloter leur copropriété. Sans remplacer l'humain, évidemment, mais l'objectif, c'est de libérer du temps administratif pour permettre au couple syndic, conseil syndical et évidemment aux copropriétaires derrière de se concentrer sur ce qui compte réellement, c'est-à-dire la prise de décision collective et par la voie démocratique, donc les votes, pour in fine avoir la gestion d'un patrimoine commun entretenu. Voilà. Donc je pense que pour conclure, je dirais que les outils numériques sont formidables avec la confiance et la pédagogie. Ça
ça infuse de plus en plus dans les copropriétés, mais j'ai la confiance réciproque entre les différents partenaires, c'est-à-dire conseil syndical, les partenaires juridiques, nos outils et la pédagogie du syndic, c'est à mon sens, les fondations d'une copropriété bien gérée à l'heure actuelle du digital. Voilà. J'ai essayé de faire propre. Bah, c'est magnifique. Voilà, moi je m'associe complètement à ton point de vue. Hein. Je trouve que voilà, c'est une belle conclusion. Bon, on va te libérer, Charles. Je voulais juste quand même avoir aussi l'avis de Benoît sur cette question de l'IA peut-être. Et puis ensuite, on va conclure notre atelier, hein, bien sûr. Hein. Et on a un petit peu débordé aujourd'hui, mais c'était un sujet riche. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis je voulais que Arnaud Riot soit ici avec nous. Donc voilà, c'est important de pouvoir aussi évoquer tous les aspects de cette thématique et de rien oublier. Donc Benoît. Ah oui, alors c'est un sujet qui a envahi la copropriété, hein, l'IA, pas uniquement l'AG. J'étais le mois dernier à la journée de la copro à Lyon, où on avait 3-4 prestataires habituels de copropriété qui intervenaient, et incontestablement, hein, l'IA apporte quelque chose de révolutionnaire à certains égards. J'évoquais tout à l'heure la visioconférence. La vidéosurveillance. D'accord. Remarquable. C'est-à-dire, l'IA est capable de traiter des centaines d'heures d'images en l'espace d'un quart d'heure pour retrouver une personne qui a été identifiée comme commettant beaucoup d'incivilités, comme on peut voir régulièrement en copropriété, et dont on aurait une description sommaire. L'IA peut traiter. Voilà. Donc, on a des avancées fabuleuses en termes de consommation d'énergie. L'IA va permettre d'analyser presque en temps réel en fait la consommation, les problèmes. Il y a des avancées remarquables. Il ne faut pas s'en priver, bien évidemment. Pour les AG, et ce que disait Charles tout à l'heure, effectivement, alors d'abord, je pense que quand on convoque, les syndics sont quand même bien rodés avec leur résolution type, qui savent adapter, les PV, tout ça est quand même déjà pré-mâché, si je puis dire. Je ne sais pas si l'IA aura peut-être à la marge, quand on a une question à se poser, pour adapter une résolution à une situation. Là où il y a une grande utilité, effectivement, je pense, mais que j'utiliserai avec beaucoup de réserve et beaucoup de prudence, c'est les analyses de devis, comme le soulignait Charles, sous ces aspects-là, pour pouvoir simplifier la présentation aux copropriétaires. Moi, je mettrais juste en garde, mais c'est plutôt les gestionnaires, sur le fait que il peut y avoir des erreurs. Et on a quand même, c'est les obligations du décret de 67, hein, une obligation d'information des copropriétaires, à peine de nullité de la résolution. Donc, il faut faire attention à ce qui sort de l'IA. C'est-à-dire que si on lui donne un cahier de consultation des entreprises et qu'on demande à l'IA d'analyser tous les devis qui ont été faits, qui ont été produits, quand le cahier des charges est assez lourd, il faut être sûr de son outil. Parce qu'avant, cette analyse, elle était faite, par exemple, par un maître d'œuvre, hein, qui avait une synthèse et qui faisait un comparatif plutôt détaillé, qui souvent est en assemblée générale et donc est capable de répondre aux questions des copropriétaires. Moi, je préfère, oui, cette offre est un peu plus chère, mais ce n'est pas les mêmes matériaux. Moi, je préfère ci. Il pouvait répondre à des questions extrêmement pratiques. Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à cet usage-là de l'IA pour ne pas opérer non plus un transfert de responsabilité. Ça ne peut pas remplacer tout le monde. Dans ce contexte-là, c'est une aide incontestable, mais ça ne peut pas remplacer tout le monde. Il ne faut pas que le syndic assume, parce qu'il utilise l'IA, la responsabilité du maître d'œuvre qui ne vient plus présenter le résultat de ses études. Vous voyez, c'est ça. Et tout ça parce que ça fragilise l'information que l'on doit aux copropriétaires. Et qui est, quand on lance des travaux, et je comprends l'utilisation de l'IA, je comprends, mais on a les mêmes problématiques comme juriste. Hein, on a tout un tas d'IA. Moi, j'utilise une IA d'un gros éditeur juridique. J'ai démissionné sur les autres parce que j'étais affolé des bêtises qui pouvaient sortir. J'ai une IA grand public, je m'en méfie. Voilà. Donc, j'utilise celle d'un gros éditeur juridique.
pour tout vous dire, je participe même à son évolution donc, en interne. Donc voilà, mais je fais toujours attention et je vais toujours vérifier. C'est-à-dire qu'en fait, ça facilite. Je pense que pour une assemblée générale, ça va faciliter la présentation d'un dossier complexe aux copropriétaires, mais pour que celle-ci soit juste, ça va demander pour le coup un tout petit peu plus de travail au gestionnaire. Parce que Benoît, le fait qu'il aura utilisé l'IA, il va falloir qu'il aille vérifier que l'IA ne se soit pas trompée. Voilà. C'est la seule réserve que j'ai. Mais sinon, il faut bien évidemment tirer profit de ce qu'elle peut nous permettre. Quand vous avez une IA qui vous analyse des consommations de gaz en direct, qui est capable de vous détecter une fuite d'eau immédiatement. Enfin bon, quand vous avez ces logiciels là, c'est merveilleux. C'est bien sûr. Bien sûr. Alors, on est légèrement débordé sur le timing. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, voilà, il va falloir quand même passer à la conclusion parce que je pense que tous ceux qui nous suivent et qui sont encore là avec nous ont peut-être envie d'aller déjeuner. Donc, on ne va pas non plus trop les bloquer. Voilà, je vais en profiter pour demander à Arnaud aussi un petit mot de conclusion. Et puis après, si vous voulez bien, voilà, je dirai moi-même un petit mot et puis on clôturera cet atelier qui était passionnant grâce à vous. Merci bien sûr à tous nos participants, tous ceux qui. Alors, on n'a pas pu prendre beaucoup de questions parce que je pense que voilà, sinon on aurait fait 2 heures d'atelier. Mais en tout cas, voilà, je pense que vous avez eu beaucoup de réponses avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, au-delà de l'heure qu'on a passée ensemble. De toute façon, vous retrouverez tout plein d'informations également dans les pages de monimmeuble.com, comme vous le savez. Arnaud, un petit mot pour conclure. Pour conclure, je dirais que alors nous, on a une vision chez AG Connect qui est un peu, je dirais, un niveau avancé par rapport à ce qu'on peut constater, puisque nous, on propose les outils et après, il y a un délai d'adoption. On fait des AG, où nos clients sont sur différents pays qui sont la Belgique, le Canada, la France, le Luxembourg, etc. Et on voit un petit peu ces évolutions. C'est vraiment en France que on ressent le plus cette évolution vers la digitalisation des AG de copropriété. D'ailleurs, une étude récente de la NGC le montrait. Hein, il y a quand même 39% des professionnels qui constatent une demande significative des demandes d'AG avec la participation à distance, encore plus pour les réunions de conseils syndicaux. Donc, nous, cette révolution, on la voit déjà, nos clients sont déjà dedans. Et puis, un autre point dont on n'a pas parlé, c'est que, effectivement, il y a il y a les taux de participation. Enfin, on a parlé des taux de participation qui augmentaient, mais il y a quand même. Alors, je sais plus ce que je voulais dire du coup, parce que j'étais parti sur un sujet, mais voilà, nous on voit vraiment ces changements. Il y a une petite crainte par rapport à l'hybride, parce qu'effectivement, gérer une salle et gérer de la visio, ça peut faire peur, mais c'est le rôle aussi des outils de simplifier ça. Oui, voilà, je voulais parler des horaires des AG, où nous, sur nos clients, on a à peu près 65 à 75% des AG qui sont en journée. C'est un sujet aussi qui revient souvent chez les syndics et les gestionnaires. La digitalisation permet plus facilement d'accéder à des AG en journée parce qu'il n'y a pas les délais de déplacement, les bouchons, etc. Donc voilà. Il y a tout un tas de raisons qui font que cette digitalisation, elle a du sens aujourd'hui. Et je crois qu'une fois qu'on a mis un pied dedans, c'est difficile de faire marche arrière. Donc voilà, la question c'est plus quand tout le monde aura adopté cette digitalisation des AG, parce que voilà, il y aura toujours les derniers qui mettront des années et des années, mais les premiers, ils y sont déjà depuis 6 ans. Et voilà, on le constate au quotidien. Alors pour ma part, je voulais simplement vous rappeler que bon là, c'était notre dernier atelier juridique de la saison, mais que nous organisons encore un atelier technique le 24 juin, donc l'atelier d'avant l'été, sur le thème partie commune technique, plomberie, chauffage, électricité, prévenir plutôt que réparer. Alors je vous incite bien sûr à vous y inscrire sans plus tarder. Et moi, voilà, je vais faire court. Je vais remercier nos intervenants, bien sûr Benoît Fleury, Charles Oiselet pour leurs éclairages. Merci à Arnaud Rioux d'AG Connect pour son intervention. Et merci à vous tous qui avez participé ce matin à cet atelier. Et je vous dis à très bientôt.
dans les pages de monimmeuble.com. Bien sûr, vous allez retrouver le replay de cet atelier dans notre chaîne YouTube Mon Immeuble. Et puis, nous ferons aussi, bien sûr, un petit article récapitulatif de tout ce qui a été dit aujourd'hui, parce que bon, voilà, ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre des notes, ceux qui n'ont pas tout suivi, ceux qui n'ont pas tout compris, bah là vous aurez la synthèse de ce qui a été dit avec les éléments clés qu'il fallait retenir de cet atelier. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie, et puis pour votre fidélité, et puis je vous dis à bientôt dans les pages de monimmeuble.com. Au revoir, à bientôt tout le monde. Merci à à tous. tous. Au revoir. Marie-Isabelle. Voilà. Au revoir Arnaud. Au revoir, au revoir.